Plusieurs axes prioritaires. Bonsoir à tous. La menace sur le déblocage des financements du Fonds monétaire international est-elle avérée? En tout cas, le quotidien Mutation de ce mardi 15 mai 2018 semble y répondre par l'affirmative. Selon ce tabloïd édité par la Sud Media Corporation, l'institution de Bretton Woods demande au gouvernement d'intégrer dans un délai de 2 mois la dépense liée au carburant et à la sécurité dans la loi des finances 2018. Une demande aux allures d'injonction qui fait planer l'hypothèque sur les décaissements des 95 milliards de francs CFA prévus cette année. Notre invité ce soir, qui est un créateur de richesse, président du conseil d'administration du groupe Sud Media Corporation, éditeur du quotidien Mutation, nous dira ce qu'il pense de ce retour du Cameroun au Fonds monétaire international, tout comme les contours du programme de redressement économique en cours, conclu avec l'institution dirigée par Christine Lagarde. La vitalité de l'axe Yaoundé-Pékin, les réformes implémentées et adoptées dans le cadre du Cameroun Business Forum, l'accord de libre-échange économique avec l'Union européenne en cours d'examen en zone CEMAC sont quelques sujets d'actualité qui seront évoqués ce soir. En deuxième dorsale de votre émission, nous évoquerons l'essor des petites et moyennes entreprises, la problématique du faible niveau de pénétration de l'assurance au Cameroun et les mécanismes de régulation de ce secteur, un secteur qui n'a pas toujours bonne presse dans notre pays. Puisque notre invité ce soir est président d'un groupement patronal qui a pignon sur rue et pionnier du secteur de l'assurance au Cameroun. Notre invité ce soir, dans le cadre de cette édition d'un fauteuil pour vous, est affectueusement appelé Monsieur Assurance. Il est pionnier dans ce secteur au Cameroun, président du mouvement patronal Entreprise du Cameroun, président du conseil d'administration du groupe Sud Media Corporation, éditeur, je l'ai dit, du quotidien Mutation. Protéin Ayarma, bonsoir et merci d'avoir accepté l'invitation d'un fauteuil pour vous ce mardi sur les antennes de la télévision du Monde. Merci beaucoup pour votre invitation. Je dois d'ailleurs déjà m'excuser des faux bons que je vous ai posés par le passé. C'était peut-être parce que je n'avais rien à dire. Je crois qu'il y a tellement de personnes qui ont des choses intéressantes à dire qu'il m'a semblé que je n'avais pas grand-chose à dire. Mais je dois dire que c'est avec beaucoup d'émotion que je me retrouve dans ce studio parce que j'ai très bien connu le fondateur de cette télévision qui était un ami très proche, qui à l'époque m'avait fait part de son intention d'ouvrir une chaîne télé. Je n'y croyais pas du tout. Et j'avoue que je ne me suis pas associé à cette aventure. Je me rends compte que l'idée a fait son chemin et qu'il a pu, malgré les difficultés, n'est-ce pas, ouvrir cette chaîne qui aujourd'hui fait partie du paysage audiovisuel du Cameroun. Alors, en tout cas, merci pour votre invitation. C'est la première fois que je viens ici. Et merci en tout cas de nous honorer par votre présence. Je vais peut-être compléter votre parcours. Je rappelle également que vous avez fondé la compagnie d'assurance. C'était dans les années 85, très exactement. Ceci après avoir quitté la Soraraf. Je crois que c'est cela, une société de courtage. Votre compagnie d'assurance, fondée donc en 1985, est devenue en 2001 la Citoyenne et a donc rejoint le groupe Colina en 2005, très exactement. Vous avez occupé les fonctions de directeur général de la Colina et des fonctions de directeur général Afrique du groupe également Colina. Vous avez également été en février 2008, très exactement, le président de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain. Je voudrais juste compléter votre parcours qui est suffisamment élogieux, d'où justement notre envie de vous avoir sur notre plateau ce mardi sur les antennes de la télévision du Monde. J'aimerais, Protéin Ayarma, que nous débutons cette phase d'échange par une question qui est rituelle généralement dans ce programme. Y a-t-il des questions sur lesquelles le président Protéin Ayarma ne souhaite pas s'exprimer? Non. Si j'ai accepté de venir, c'est pour répondre à vos questions.
Mais je ne souhaiterais pas, mais vous êtes tout à fait libre, n'est-ce pas, qu'on s'étende beaucoup sur ma vie personnelle, parce que je ne suis pas un homme public, je ne me considère pas comme un homme public, donc je tiens également à ce que ma vie privée soit, dans la mesure du possible, préservée. Mais à partir du moment où j'ai accepté de venir ici, c'est que j'accepte de jouer le jeu. Monsieur le Président, j'aimerais qu'on commence par les questions d'actualité, puisque cette émission est segmentée en 3 parties. Oui. La première partie est donc consacrée à ces questions d'actualité. J'aimerais finalement qu'on débute avec cette mission du Fonds monétaire international qui s'est achevée le 14 mai dernier. Une mission qui était conduite par Christine Delacha, comme on l'appelle. Donc, elle a clairement indiqué qu'il y avait des problèmes en termes justement d'implémentation des réformes qui ont été pourtant conclues entre le Cameroun et le Fonds monétaire international. Votre journal, le journal Mutation, ce mardi indiquait clairement qu'il y avait désormais une menace sur le décaissement de 95 milliards de francs CFA qui constitue la partie restante du déblocage des fonds alloués au Cameroun dans le cadre de son redressement économique. D'abord, sur la lecture que vous faites de cette situation. Je dois dire que j'ai lu comme vous cette information dans Mutation, parce que comme vous le savez, je ne suis pas journaliste, donc je suis un lecteur très assidu. J'ai effectivement lu cette information-là. Vous savez que le FMI était ici, mais nous n'avons pas rencontré le FMI parce que ces grandes organisations, lorsqu'elles arrivent, ne rencontrent pas les petites entreprises. En général, elles se limitent à discuter avec l'État et éventuellement avec de très grosses entreprises ou des organisations qui représentent de très grosses entreprises. Donc, je n'ai pas pu discuter avec eux directement. Donc, je prends cette information comme vous. Je l'ai également lu. En général, lorsqu'il y a un accord qui est conclu avec le FMI, il y a des revues périodiques au cours desquelles le point est fait et à l'issue de cette revue, il y a des ajustements qui sont faits. Mais globalement, moi, ce que j'ai lu, il faut croiser également les sources. Lorsqu'on lit les sources gouvernementales, on dit plutôt que la revue a été concluante. Votre regard d'observateur avisé de la scène politique et surtout économique au Cameroun, vous n'avez pas le sentiment que ce retour vers le Fonds monétaire international est finalement ce que certains semblent appeler un retour vers les plans d'ajustement structurel miniature? Oui, on peut dire ça comme ça, pour faire court. Vous savez, lorsqu'on va au Fonds monétaire international, c'est bien parce qu'il y a des problèmes, il y a des déséquilibres structurels qu'il faut essayer de réguler. Donc, le recours au FMI est d'abord un échec de la politique économique nationale. Vous savez que le FMI, c'est un gendarme, et vous savez également que lorsqu'on va vers le gendarme, c'est qu'on est sanctionné. Au-delà des appellations, on peut appeler ça fonds, on peut appeler ça facilité d'ajustement structurel, on peut appeler ça comme vous voulez, mais la réalité est que les grands équilibres macroéconomiques sont rompus. Donc il faut revenir à l'équilibre. C'est à ça que sert le FMI. Et chaque fois qu'on va vers le FMI, ça signifie que nous n'avons pas pu nous, par nous-mêmes, trouver les solutions à nos problèmes. Donc, il est tout à fait normal dans ces conditions-là que le payeur qui, en l'occurrence, est le FMI, n'est-ce pas, puisse nous imposer sa façon de voir les choses parce qu'on n'a pas de choix. Donc, il est également normal que lorsqu'on s'est mis d'accord sur des modalités, lorsqu'elles ne sont pas suivies, respectées, qu'on nous rappelle à l'ordre. Je dois dire que le patronat, en son temps, avait déjà un tout petit peu regretté que le Cameroun ait signé avec le FMI sans, n'est-ce pas, sans s'être concerté avec le secteur privé, parce que c'est le secteur privé qui est quand même producteur et créateur de richesses. Ça vous surprend que vous ne soyez pas consulté? Non, non. L'État vous consulte très souvent? Non, ça ne nous surprend pas. Ça a toujours été comme ça, même si depuis quelque temps, dans le cadre du dialogue public-privé, on est souvent consulté, même si on n'est pas toujours écouté. Monsieur le Président, j'aimerais qu'on reste sur ce sujet pour dire un mot. Parmi les mesures préconisées par l'institution de Christine Lagarde, on a l'amélioration de la qualité, dit-on, de la dépense publique. On parle également de l'élargissement des recettes. Et certains y voient une sorte de pression fiscale et pensent d'ailleurs que les petites entreprises pourraient payer le lourd tribut de ce redressement économique. C'est votre avis?
Oui et non, oui et non. Hein. L'élargissement de l'assiette fiscale est une bonne chose parce qu'on a constaté que la pression fiscale pesait sur un petit nombre, n'est-ce pas, de contribuables. Il est donc tout à fait équitable que tout le monde puisse payer l'impôt à proportion, n'est-ce pas, de ses revenus. Jusqu'à présent, dans une grande mesure, le secteur informel échappe, n'est-ce pas, à l'impôt. Donc, nous ne pouvons que encourager, n'est-ce pas, que l'effort fiscal soit reparti sur un plus grand nombre. Hein. Donc, pour moi, ce n'est pas une mauvaise mesure. Vous n'avez pas peur que les petites et moyennes entreprises qui ont un cycle de vie déjà assez réduit puissent faire banqueroute ou fermer boutique? Non, il ne faut pas avoir peur de l'impôt. Le problème de l'impôt, c'est sa justesse. Hein, il faut que l'impôt soit équitable. Et le véritable problème de l'impôt, c'est l'utilisation qui est faite de l'impôt. Parce que si l'impôt sert à améliorer le climat des affaires, l'environnement des affaires, par la création d'infrastructures, les infrastructures de communication, c'est une bonne chose. Tout le monde est gagnant. Donc c'est pas ça véritablement le problème. Le problème c'est la qualité de la dépense publique. Hein, lorsque l'essentiel de la dépense est orienté vers les dépenses improductives et non des dépenses productives, c'est là où il y a le problème. Je suis sûr que les PME seraient d'accord pour payer plus d'impôts si elles gagnaient plus d'argent. Or, il faut gagner plus d'argent. Pour gagner plus d'argent, il faut donc que l'environnement des affaires soit amélioré. Il faut qu'il y ait des infrastructures. Vous savez ce que coûte aux entreprises le déficit énergétique? Beaucoup d'argent, beaucoup de points de croissance. Donc, ces mesures en elles-mêmes ne sont pas, j'allais dire, ne sont pas mauvaises. Hein, c'est parfois la brutalité, c'est parfois le fait qu'on ne se soit pas nous-mêmes approprié ces mesures-là qui fait problème. Pourtant, Yerma, j'aimerais que l'on évoque justement les dépenses publiques. Vous avez tout à l'heure dans vos propos parlé de la question justement énergétique qui est un frein au développement des entreprises au Cameroun. C'est certainement l'un des sujets qui fut évoqué lors de cette 9e édition du Cameroun Business Forum. J'aimerais qu'on revienne quand même sur les 23 mesures qui ont été adoptées. Au niveau de l'implémentation de ces mesures, on en est à combien exactement? Je ne saurais vous dire à combien nous sommes. Hein. Ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas quantitatif, il est qualitatif. Il y a des mesures qui sont plus impactantes que d'autres. Il ne s'agit pas de lister les mesures. Il y a des mesures qui sont pratiquement sans effet. Le problème que nous avons eu au Cameroun, c'est que nous avons été à un moment donné obnubilés par le classement du Doing Business. Une politique économique ne se résume pas au classement dans le Doing Business. On a vu par exemple des critères où nous étions bien classés. Lorsque vous dites aux Camerounais que le Cameroun a un très bon rang en ce qui concerne la fourniture d'énergie, il va vous rire au nez. Donc c'est pas ça, c'est pas tellement la quantité, mais c'est un certain nombre de mesures qui sont des mesures vraiment qui ont un effet structurant sur l'économie. On peut citer, j'ai parlé des infrastructures, j'ai parlé d'un certain nombre de mesures qui ne demandent même pas, en réalité, un effort important autre que signer le décret. Savez-vous que la Caisse de dépôt et consignation, qui a été créée depuis maintenant presque une dizaine d'années, n'est toujours pas fonctionnelle parce que nous n'arrivons pas à nommer un directeur général? Et vous savez, vous connaissez l'importance d'une caisse de dépôt de consignation dans un pays en tant que collecteur d'épargne, en tant qu'investisseur institutionnel. Donc il y a pas mal de petites choses comme ça qui ne bougent pas parce qu'à un moment donné, on est bloqué. Donc le CBF a permis quelques avancées. Il y a des choses... On est quand même à la 9e édition, Monsieur le Président. Oui, quelques avancées. 9 éditions, c'est 9 ans. Vous en parlez comme si vous semblez minimiser les avancées. C'est pas beaucoup, c'est pas beaucoup. Non. Pour un pays qui va être émergent à l'horizon 2035, vous trouvez que c'est pas beaucoup et qu'on n'avance pas très lentement? Non, on avance quand même dans les réformes. On avance quand même dans les réformes. Le rythme devrait être accéléré. Le rythme devrait être accéléré, ça c'est certain. Mais ce serait malhonnête de dire que rien n'a été fait. On dialogue quand même avec le secteur public
Pour l'instant, c'est un dialogue de sourds, mais c'est quand même un dialogue. Avant, il n'y avait même pas de dialogue. Parlons justement de ce dialogue, Monsieur le Président. Il y a une curiosité au cours de ce Business Forum édition 2018. Oui. Ce sont les prises de parole. J'ai presque envie de vous demander, j'ai été très finalement surpris de constater qu'il y avait une sorte de guerre ouverte entre le JICAM et la Chambre de commerce du Cameroun. Qui représente le secteur privé au Cameroun, finalement? Bon, guerre ouverte, non, elle était quand même feutrée. Je ne pense pas qu'il y ait eu des coups, ni des éclats de voix. Historiquement, c'est la Chambre de commerce qui représentait le secteur privé. Il y a un texte, le texte qui crée la Chambre de commerce fait la Chambre de commerce le représentant des intérêts industriels et commerciaux. Et également, le texte, c'est ce texte-là qui faisait la Chambre de commerce, n'est-ce pas, le représentant du secteur privé dans le comité interministériel élargi au secteur privé. Mais les choses ont changé. Il y a eu entre-temps le CBF. Le CBF a indiqué que c'était la plateforme du secteur privé qui représentait le secteur privé. Et d'une manière générale, il faut savoir que la Chambre de commerce est un établissement public. Qui a des missions. Comment un établissement public peut représenter le secteur privé? Qui a des privé? missions de service public. Donc, logiquement, la Chambre de commerce ne peut pas représenter le secteur privé. Cela m'amène finalement à vous poser la question. Est-ce que finalement le CBF n'est pas un lieu de promenade? Non, quand même. Pas jusque-là. Pas jusque-là. Nous travaillons justement à restructurer le CBF à la faveur du départ de nos partenaires. Vous savez que le CBF a été porté et supporté pendant ces 9 années, notamment par la SFI et l'Union européenne, qui finançait dans le fonctionnement du CBF. Ils nous ont fait part de leur intention, leur décision, n'est-ce pas, de quitter le CBF parce qu'ils estimaient qu'ils avaient fait leur job et qu'ils n'avaient pas vocation à rester indéfiniment. Donc aujourd'hui, le CBF, c'est une affaire du secteur privé et du secteur public. Et l'un des dossiers que nous avons sur la table, c'est justement la structuration de ce dialogue dans le cadre du CBF. Monsieur le Président, je voudrais qu'on dise un mot sur l'épuration de la dette intérieure. Au cours de ce CBF, la presse a rapporté que vous aviez indiqué qu'elle oscillait autour de 700 milliards de francs CFA. Combien l'État du Cameroun doit aux entreprises locales? C'est un secret bien gardé. Des choses qui devraient être tout à fait transparentes ne le sont pas. Donc c'est une supputation. On estime que la dette intérieure de l'État oscille autour de 600 à 700 milliards, sur la base des informations que nous tenons de la Caisse autonome d'amortissement. Et vous savez que cette dette-là, elle est dynamique. Plus le temps passe, plus elle varie. Au gré également des paiements qui sont faits entre-temps. Donc, nous espérions qu'à la suite de l'opération de comment est-ce que vous avez appelé ça, l'audit de la dette, on nous indiquerait de façon précise quel est le montant de la dette. Alors, les entreprises locales, vous ne savez pas exactement le montant que vous doit l'État du Cameroun? Nous ne savons pas. Chacun sait ce que l'État lui doit. Comment on peut comprendre cette aberration? C'est pas une aberration. C'est pas une aberration. C'est l'État qui centralise. Vous savez, lorsque vous prestez à l'État, si vous ne venez pas me dire combien vous avez presté, moi je ne saurais pas. Mais ça, c'est des informations qui doivent être disponibles, soit au niveau de l'Institut national de la statistique, soit au niveau du ministère de l'économie ou des finances. Nous n'avons pas ces informations-là. Le Premier ministre, chef du gouvernement, au cours de ce CBF, a indiqué qu'il y a eu des instructions qui ont été données au ministre des Finances du Cameroun pour engager les procédures en vue du déblocage d'une partie de cette dette intérieure-là. Vous avez déjà perçu les montants? Ça a été fait. Ils sont de combien très exactement? Ça a été fait. Il y a une première tranche de 32 milliards qui a été débloquée. Pour combien d'entreprises? Pour beaucoup d'entreprises. Combien d'entreprises? Là encore, je ne connais pas. Ça fait sérieux? Quoi? 32 milliards?
seulement. Mais ça pour fait, beaucoup d'entreprises. ça fait 5% de la dette, mais c'est déjà ça. En espérant que ça ne va pas se limiter là. Nous attendons le plan d'apurement de ces dettes-là. On a donné 32 milliards, tout le monde a applaudi. Vous savez, 32 milliards sur 700, c'est pas beaucoup. Lorsqu'une entreprise a mis 2 à 3 ans à être payée, vous savez, elle ne va même pas passer ces 32 milliards là parce que c'est les banques évidemment qui se payent en premier. C'est dire qu'on n'a pas ressenti véritablement l'impact de ce paiement. On n'a vraiment pas ressenti en termes de relance des activités, en termes de circulation monétaire, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, l'essentiel de cette dette-là passe par les banques. Lorsque vous travaillez avec l'État, on vous oblige à déposer un note de virement irrévocable qui passe par la banque. Et évidemment, le banquier qui a attendu 3 ans en dette payée, lorsque l'argent arrive, il se paye en premier. Donc on n'a pas véritablement ressenti cela. Donc on espère que les autres tranches vont suivre très rapidement. C'est-à-dire que le discours politique qui vise à présenter les PME, par exemple, comme des leviers de croissance au Cameroun, sur lequel l'État veut s'appuyer pour relancer sa croissance, c'est un discours politique simplement. C'est un discours politique, oui. Il est malheureusement politique. Mais il reste certain que les PME devraient constituer, n'est-ce pas, le moteur de la croissance. Parce que... donc en face du gouvernement, il n'y a pas une réelle volonté de l'État du Cameroun, de ce gouvernement, bon, apparemment, de faire des PME apparemment, il y a levier de croissance. Apparemment, il y a une volonté, puisque le chef de l'État lui-même l'a une fois, n'est-ce pas, proclamé. Mais entre la déclaration et puis la réalité, il y a beaucoup de chemin. Je crois également que les difficultés économiques contraignent de façon importante, n'est-ce pas, le Cameroun. Il peut vouloir payer, mais si les caisses sont vides, comment on fait? C'est ça le problème. On emprunte. On emprunte. Il paraît qu'on est déjà habitué au marché financier ces derniers temps. Bon, ça c'est une des choses que nous avons proposées au gouvernement. Le secteur privé a proposé, dans le cadre de l'apurement de ces dettes-là, n'est-ce pas, qu'on puisse titriser la dette intérieure. Et que on puisse, si on titrise la dette, on va générer du cash et puis on pourra, dans le cadre d'un marché secondaire, permettre la circulation des titres. Il y a plusieurs voies, mais vous savez, quand on est sous ajustement ou bien sous facilité, appelez ça comme vous voulez, on n'est pas libre de sa politique. Mais il y a des solutions. Nous sommes preneurs, n'est-ce pas, pour proposer au gouvernement des solutions, mais nous ne gérons pas, vous savez. Puisqu'ils ne vous écoutent pas, à quoi serviront vos solutions? On espère qu'à force de sériner, ils finiront par écouter. Président Brotin Ayagma, je voudrais qu'on évoque 2 autres sujets d'actualité avant d'en venir au sujet thématique. D'abord, apprécions un tout petit peu la vitalité de la coopération sino-camerounaise. Le chef de l'État a effectué une autre visite. C'était du 22 au 24 mars 2018 à Pékin, en Chine. Cela a permis à la presse de revoir un peu la coopération entre les 2 pays. Et l'on a appris qu'en 2016, le volume des échanges bilatéraux commerciaux, j'y arrive, avec la Chine, a atteint la barre de pratiquement 1510 milliards de francs CFA. On pourrait presque applaudir au regard du chiffre que je voudrais évoquer, mais j'ai presque envie de vous demander qu'est-ce que le Cameroun gagne dans cette coopération avec la Chine, concrètement? Mais ce qu'elle gagne, c'est les investissements. Le Cameroun est aujourd'hui le premier partenaire, non seulement commercial, mais financier et technique, n'est-ce pas, du Cameroun. Grâce à la Chine, un certain nombre d'infrastructures sont en train de naître. Donc on ne peut pas dire qu'on ne peut pas se poser décemment la question de savoir qu'est-ce que le Cameroun gagne, parce que la Chine apporte le savoir-faire, apporte les financements. Le seul problème, c'est qu'il faut veiller à ce qu'il y ait un véritable transfert de technologie, ce qui ne semble pas être tout à fait le cas. Vous avez vu que les Chinois débarquent ici parfois avec les ouvriers.
Ce qui signifie qu'il n'y a pas un véritable transfert de technologie. C'est là où pour moi le bas blesse. C'est une coopération vigoureuse. Moi j'étais en Chine, j'ai été bluffé par ce que j'ai vu là-bas. Pour un pays qui, au moment de nos indépendances, était presque au même niveau que nous. On ne peut que applaudir, n'est-ce pas, devant ce modèle, le modèle chinois, en particulier le modèle asiatique d'une manière générale. C'est une source d'inspiration. C'est des gens qui travaillent, et puis qui travaillent encore. Donc, la Chine pour nous, pour moi, c'est un modèle, c'est un exemple. C'est pas le seul. Mais c'est un modèle à suivre. Pourtant, Yerma, vous dites que la Chine arrive au Cameroun, construit des ouvrages, vient avec des manœuvres, ou alors des experts dans leur domaine, nous donne de l'argent pour construire. Ne nous donne pas, construit. Construit. Voilà. Mais nous prêtons l'argent. Nous prêtons de l'argent. Concrètement, on gagne quoi? Le Cameroun, qu'est-ce que le Cameroun gagne de cela? Puisqu'il y a l'argent qu'il faut rembourser. Oui. On n'a pas pu absorber le taux de chômage. Ah ouais. On a des ouvrages qui nécessiteront forcément une maintenance. Oui. Et encore, il faudra qu'il y ait de l'expertise locale. Il va peut-être falloir encore repartir en Chine. Vous dites vraiment qu'on gagne quelque chose avec la dette n'est pas une mauvaise chose. Même au niveau micro, une entreprise qui emprunte, c'est pas une mauvaise chose. Il suffit d'abord qu'on lui fait confiance. Maintenant, tout dépend de ce qu'on fait de l'emprunt. Si c'est pour des dépenses productives, comme je l'ai dit, c'est une bonne chose. Et là, la Chine, lorsqu'on regarde dans quel domaine ils investissent dans le domaine des infrastructures, qu'elles soient terrestres, qu'elles soient portuaires, ils investissent dans les barrages, ils investissent... bref, ils investissent dans l'agriculture maintenant. Donc moi je crois que c'est... Et ils gagnent les mêmes marchés. Oui, ils investissent et ils gagnent les marchés. Oui. Et ils rapatrient les fonds. Ils rapatrient les fonds. Vous trouvez que le Cameroun gagne vraiment quelque chose dans une telle transaction? Je vous prête de l'argent, M. Protain Yangma. Oui. Vous me donnez de l'argent, je vous prête donc de l'argent pour construire une maison. Je prends un exemple banal. C'est encore vous qui gagnez le marché pour construire la même maison. Vous arrivez sur mon terrain avec vos ouvriers. Vous construisez ma maison. Je construis la maison. Que je vais habiter, que vous allez par ailleurs entretenir de temps en temps, puisque vous avez l'expertise pour entretenir. Vous me demandez ce que je gagne. Et moi, je devrais vous rembourser par la suite. Il va falloir que je vous rembourse l'argent que je vous ai prêté. Vous demandez ce que je gagne. C'est que moi je gagne, moi, en tant que celui, ce que moi je gagne dans une telle coopération. Mais vous gagnez la maison, vous avez la maison. Les Chinois ne vont pas emporter la maison. Vous gagnez la maison. Et avec cette maison, vous pouvez faire un certain nombre de choses. L'aide ou bien la coopération doit toujours être une étape. Ce n'est pas une fin en soi. C'est en quelque sorte pour amorcer un peu la pompe pour que nous puissions prendre le relais. C'est comme ça que moi je vois les choses. Et pour cela, il faut maîtriser la technologie. Oui, il faut maîtriser la technologie. Et le transfert de technologie ne semble pas faire l'objet justement d'accord entre les deux pays. Et c'est là où justement le gouvernement devrait être très prudent. Pour prendre un secteur que moi je connais, par exemple, le secteur des assurances. On a vu que les grands marchés que les Chinois gagnaient, les assurances étaient placées auprès de leurs compagnies d'assurance. Tout simplement parce que les marchés qui avaient été signés ne stipulaient pas que les assurances devaient être prises localement, alors que la réglementation même sous-régionale impose, n'est-ce pas, au gouvernement et aux assurés de s'assurer localement. Donc il y a un certain nombre d'aberrations comme ça. Il faudrait donc que dans les contrats que nous signons avec ces gens-là, l'aspect transfert technologie soit pris en compte. Ça, c'est très, très important. L'affaire, les aspects de sous-traitance. Vous pensez que c'est possible, le transfert de technologie? Mais bien sûr que c'est possible. Comment est-ce qu'ils ont fait? Ils ont développé des enclaves du capitalisme dans un milieu communiste. Non. Voilà comment ils ont fait. Savez, on leur a jamais donné la technologie, M. Protain. Non, moi je vais vous dire. La Chine n'a jamais reçu la technologie en guise d'héritage ou de remerciement de la part de l'Occident. Je vais vous dire, lorsque la Chine accepte de commander des avions, des Airbus, ils imposent, n'est-ce pas, aux Européens, n'est-ce pas, de pouvoir
fabriquer une partie de ces avions sur place. Donc c'est à nous, n'est-ce pas, à imposer, n'est-ce pas, nos conditions, ou au moins à négocier. Donc, et comme on l'a dit, généralement, lorsque le gouvernement camerounais va négocier, ils vont avec un certain nombre de fonctionnaires, oubliant leurs experts nationaux qui pourraient justement les accompagner dans ce genre de négociations. Une fois que c'est négocié, c'est fini. Donc, il nous appartient, nous, n'est-ce pas, de défendre nos intérêts. J'aimerais qu'on parle de tout à fait autre chose. On va parler de l'accord régional, de libre-échange, des APE. On annonce la tenue très prochaine justement d'un conclave avec notamment les ministres des commerces de la zone CEMAC. Ils doivent harmoniser leur position par rapport à l'élaboration annoncée ou la signature d'un accord régional avec l'Union européenne. Le Cameroun a fait cavalier seul sur ce dossier-là. Quelle est votre lecture justement de ces APE qu'on applique au Cameroun depuis août 2017, depuis août 2016? Vous connaissez ma position personnelle et puis vous connaissez la position de mon mouvement qui s'est de façon expresse et de façon forte, qui avait émis des réserves en ce qui concerne la signature de ces accords. Notre position n'a pas changé, sauf qu'entre-temps les accords ont été signés. Et comme nous sommes un républicain et légaliste, nous les acceptons. Mais nous continuons à dire que c'était un mauvais accord. Et justement, cet accord régional nous donne la possibilité de revenir sur les aspects pervers, n'est-ce pas, de ces accords. Donc, je crois que c'est une très très bonne chose que les ministres du commerce de la sous-région puissent enfin se mettre autour d'une table et puis de discuter l'accord. Nous avons l'avantage de les avoir expérimentés pendant 2 ans, donc nous savons exactement maintenant ce que c'est. Et ça pourrait peut-être permettre de corriger un certain nombre d'excès, n'est-ce pas, que ces accords ont pu entraîner. Et d'ailleurs, vous avez pu constater que lorsqu'on fait des bilans d'étape, tout le monde s'accorde, à commencer par l'Union européenne et puis même le gouvernement disent que oui, voilà, on avait annoncé la catastrophe. C'est pas si catastrophique que ça. Donc ils sont contents de dire que en réalité les effets ne sont pas ceux qui avaient été annoncés. Mais les effets sont là, c'est qu'il y a une perte de la substance sur le plan fiscal ou douanier. Ça pourrait se poursuivre. Ça va se poursuivre. Parce qu'il y a un temps d'appropriation de ces textes qui sont des textes quand même complexes. Il faut savoir également que plus le temps passe, plus le nombre de marchandises concernées, n'est-ce pas, s'accroît. C'est ça le problème. Le Cameroun n'est pas en mesure, n'est-ce pas, de soutenir une compétition commerciale avec l'Union européenne. Ce n'est pas possible. Donc il faut privilégier d'autres aspects, notamment les investissements qui auraient pu nous permettre de construire, n'est-ce pas, une industrie locale susceptible, n'est-ce pas, de nous permettre d'exporter aussi. Parce que quand on dit libre circulation, ça signifie que les marchandises des autres peuvent rentrer chez nous et que les nôtres peuvent rentrer également chez eux. Mais nous, on n'a rien à proposer. Donc on va être inondés. C'est ça le problème. Monsieur Bourton Ayama, je voulais rétablir une vérité. Tout à l'heure, à l'entrée de ce programme, vous évoquiez le cas du FETOM, de regretter mémoire, parlant justement de la structure qui vous accueille. Je voulais simplement vous rappeler justement que derrière cette idée, il y a une seule et unique personne visiblement. Il s'agit de Madame Marthe Dikongo, Madame Dinali, qui a porté le projet, qui a eu l'idée, et bien avant le décès d'ailleurs de son épouse, son époux, j'y arrive, qui a donc porté ce projet, qui, malgré la douleur, malgré le manque de financement, malgré le manque d'aide bancaire, vous savez comment l'environnement fonctionne, elle a pu mettre la structure douloureusement sur pied. Aujourd'hui, c'est une chaîne qui a pignon sur rue. C'est important de rappeler cela aussi aux téléspectateurs. L'idée vient de Madame Dinali, qui a porté et qui a
énormément souffert pour que la structure LTM soit ce qu'elle est aujourd'hui et vaut la notoriété qu'elle a aujourd'hui. Je voulais juste rétablir cette vérité tout aussi importante pour que vous le sachiez, vous aussi, qui étiez très proche justement du feu Tom. D'un mot, tout simplement, c'est tout son mérite. Hein, voilà. C'est tout son mérite. Elle est d'ailleurs la seule dans ce secteur. Je dis que la première personne qui m'en a parlé, c'était à Paris. C'était en présence de son épouse d'ailleurs. Il me dit voilà, nous travaillons sur un projet de... Bon, maintenant... C'est juste une digression pour, pour que vous sachiez également et que les téléspectateurs soient désormais imprégnés de la version définitive de cette affaire. Je voudrais qu'on parle des questions thématiques à présent. C'est un peu la deuxième dorsale de notre émission ce soir. Et on va parler justement de cette rencontre que vous avez initiée à Douala il y a quelques jours. C'était une rencontre de réflexion baptisée AssureTech qui s'est donc récemment tenue. Au cours de cette rencontre, vous avez affirmé que la digitalisation pourrait quadrupler le chiffre d'affaires des assurances et améliorer sa contribution au produit intérieur brut du Cameroun. Donc, selon vous, la digitalisation du service des compagnies d'assurance est la voie royale pour un développement optimum de ce secteur. Monsieur Protain Ayangma, sur quoi fondez-vous une telle conclusion? Sur plusieurs choses. D'abord, je suis allé beaucoup plus loin. Moi, j'ai dit, et à la suite... d'un certain nombre d'autres personnalités que c'est la seule voie, c'est pas seulement la voie royale. C'est-à-dire que les compagnies d'assurance qui ne se me trompent pas à la digitalisation sont condamnées à disparaître. C'est clair, c'est net. Il faut le savoir. Ceux qui ne prendront pas le train de la digitalisation sont complètement perdus. Alors, sur quoi je me base? Je me base sur un indicateur qui est très précis, c'est le taux de pénétration. Le taux de pénétration de l'assurance aujourd'hui est de moins de 2%, 1,2% par là. C'est-à-dire qu'il y a un Camerounais sur 100 qui n'a pas accès à l'assurance. 1 sur 100. Lorsque vous prenez le taux de pénétration de l'Internet, on est autour de, selon certains chiffres, on est autour de 28%. Il y a 28% de Camerounais qui ont accès à Internet. Lorsqu'on va vers le mobile, on atteint déjà des taux de 68%, c'est-à-dire pratiquement 7 Camerounais sur 10. Alors, si on regarde l'utilité du téléphone par rapport à l'assurance, de mon point de vue, il n'y a pas match. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a seulement un seul Camerounais sur 100 qui a accès à l'assurance? C'est les problèmes d'accessibilité. Ils n'ont pas accès à l'assurance. Et quand ils ont accès à l'assurance, les produits qui leur sont proposés ne sont pas des produits qui leur conviennent. Soit parce qu'ils sont trop chers, soit parce qu'ils ne correspondent pas à leurs besoins. Donc, je postule que si on améliore l'accessibilité, si on peut toucher un plus grand nombre, il y aura forcément un plus grand nombre également de personnes qui vont s'assurer. Alors, j'ai scruté de près quand même cette rencontre. Oui. Je me rends compte que vous indiquez très clairement qu'avec l'usage des nouvelles technologies, de l'information et de la communication dans le secteur des assurances, la proximité sera réelle entre assureurs et assurés. La facilité et la célérité dans le traitement, l'organisation des dossiers, le gain de temps, autant pour les assurés que pour les assureurs, mais aussi la souscription aux polices, la déclaration des sinistres, la limitation de la fraude, une maîtrise des charges des assureurs, une meilleure mutualisation des risques. J'ai presque envie de vous demander, Monsieur Protain Ayangma, quel est le coût d'une telle opération? Y avez-vous pensé? Oui, on y a pensé, bien entendu. Bien entendu. Pour l'instant, ça se traduit plutôt en termes d'économie, parce que les charges des compagnies d'assurance sont très élevées. Il y a deux types de charges. Il y a les charges techniques, qui concernent le règlement de sinistre, qui sont assez modérés en Afrique en général, au Cameroun en particulier. En général, on considère que sur une prime de 100, il y a 70 qui doivent être consacrés au règlement de sinistre. Au Cameroun, on est à une moyenne de 50. C'est-à-dire que lorsque un assureur encaisse 100, il paye 50 de sinistre. Donc il lui reste une marge brute de 50.
Mais vous savez à quoi servent ces 50? Ces 50 servent essentiellement aux frais généraux. Hein, les compagnies d'assurance ont des frais généraux énormes et des frais d'acquisition également énormes. Il faut payer l'intermédiaire parfois à 20 ou 25% de commission et puis le reste des charges de structure. La digitalisation permet des économies en termes de frais généraux, aussi bien des frais d'acquisition, hein, puisque en automatisant les tâches, hein, ça permet de faire des gains énormes. C'est pour ça que je pense que ce serait non seulement une bonne chose en termes d'accélération de la croissance des compagnies d'assurance, mais également en termes de renforcement de la solvabilité, parce que les gains seront également plus importants. Donc ce n'est pas seulement quantitativement, mais c'est également qualitativement que les compagnies vont se renforcer. Donc c'est un pari que moi je fais. Très bien. De quel ordre, selon vous, l'usage des nouvelles technologies, de l'information et de la communication pour les compagnies d'assurance pourrait-elle relever le taux de pénétration de l'assurance au Cameroun? Non, nous pensons... Qui est 2%, vous-même vous l'aviez dit. Moins de 2%. Moins de 2%. Oui, 2% on arrondit. Non, je dis tout simplement que si on double le taux de pénétration, on double le chiffre d'affaires des compagnies d'assurance, qui est autour de 250 milliards. Hein, vous voyez, tout de suite, on passe à des échelles qui deviennent beaucoup plus importantes. Parce que ce qui est important, c'est que les assureurs sont des investisseurs institutionnels. C'est des gens qui collectent de l'épargne sur le long terme et qui peuvent donc affecter cette épargne, n'est-ce pas, au développement de nos pays. Vous voyez, une ville comme Paris, elle a été construite par des assureurs. Hein. Les 2 tiers des immeubles de Paris appartiennent aux assureurs. Hein. La bourse de Paris, elle fonctionne, n'est-ce pas, essentiellement grâce aux assureurs. Donc, l'impact pourrait être très important et c'est pour ça que je pense qu'il faut développer l'assurance. Il faut des mesures incitatives, notamment fiscales, pour permettre à l'assurance de se développer. Alors, pour certains, ce taux de pénétration de l'assurance au Cameroun de moins de 2% peut s'expliquer par le fait que les compagnies d'assurance au Cameroun n'ont finalement pas bonne presse. De votre point de vue, vous qui êtes un praticien pratiquement de l'assurance au Cameroun, qu'est-ce qui vaut cette réputation peu honorable aux compagnies d'assurance au Cameroun? Il faut dire qu'elle est en partie réelle. C'est tout simplement le non-règlement de sinistre. Non-règlement de sinistre par certaines compagnies, parce qu'il y a des compagnies vertueuses, on ne le dit pas toujours. Des personnes, des assurés qui voient leur sinistre réglé en temps et en heure, malheureusement ne vont pas sur les plateaux le crier haut et fort. Par contre, quelqu'un qui n'est pas payé le dit à tout le monde. Et parfois, il n'est pas payé, pas parce que la compagnie ne veut pas le payer, mais parce qu'il était mal assuré. Donc, on a vu que dans certains pays, ça a changé, l'image a changé, l'image de l'assureur en France a changé. L'assureur, c'est quelqu'un de sympathique, c'est quelqu'un qui vous tend la main lorsque vous avez un coup dur, lorsqu'il y a des sinistres catastrophes, on pense d'abord en premier aux assureurs et tout et tout. Donc nous aussi, on peut transformer cette image-là. Et je crois que on est sur le chemin. Aujourd'hui, l'un des principaux critères de contrôle des compagnies d'assurance, c'est sa capacité à régler les sinistres. Et vous avez vu que de plus en plus, on retire des agréments aux compagnies qui ne règlent pas leurs sinistres. Avant, on regardait surtout les critères de solvabilité et de couverture des engagements, mais aujourd'hui, on regarde les sinistres. Parce que vous aviez des compagnies qui avaient beaucoup d'argent mais qui ne réglaient pas les sinistres. Donc, il y a des compagnies qui sont frappées lorsqu'elles ne règlent pas de façon diligente les sinistres. Je pense que progressivement, donc, l'image va changer. Et si l'image change, la confiance va donc s'établir. Et si la confiance s'établit, n'est-ce pas, les gens pourront beaucoup plus facilement s'assurer. Où en est-on avec le processus d'assainissement du secteur de l'assurance au Cameroun, amorcé par la CIMA,
qui est donc la conférence interafricaine des marchés d'assurance. C'est l'organe de régulation, il me semble, en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Où en est-on avec l'assainissement de ce secteur de l'assurance? Est-ce que ça a beaucoup évolué? Ah oui, beaucoup, hein. Beaucoup. Avec le cycle inversé de l'assurance? Je n'ai pas les chiffres exacts, mais depuis une dizaine d'années, il y a dans la zone CIMA plus d'une cinquantaine de compagnies qui se sont vues retirer du marché. Au niveau du Cameroun, il y a une dizaine de compagnies quand même qui ont été sorties du marché. Et donc, ce processus d'assainissement a bien avancé. Je crois aujourd'hui que la CIMA aborde une deuxième étape. C'est l'une des réformes de deuxième génération où on met l'accent beaucoup plus sur le développement de l'assurance. Il fallait d'abord assainir. Aujourd'hui, on pense au développement avec l'avènement de la microassurance, avec le développement, avec la constitution de groupes africains de plus en plus importants. Donc, les choses avancent, peut-être pas aussi rapidement que vous l'auriez souhaité, mais elles avancent. Et l'assainissement se poursuit. Il y a encore quelques canards boiteux sur nos marchés, tout simplement parce que il y a beaucoup de compagnies dans la zone CIMA, il y a une centaine de compagnies, il y a une dizaine de contrôleurs. Le cycle de contrôle, c'est entre 3 et 4 ans. C'est beaucoup. On voudrait rapprocher ce cycle pour pouvoir mieux encadrer et puis mieux contrôler les compagnies. Parce que lorsque la commission passe et repasse 3 ou 4 ans après, entre-temps, les choses se sont parfois détériorées de façon irrémédiable. Donc l'assainissement se poursuit et je pense effectivement aujourd'hui qu'il faut passer maintenant à une autre étape. Monsieur Protan-Ayama, peut-on dire que l'environnement de l'assurance au Cameroun est le plus indiscipliné qui existe au regard des sanctions infligées par la CIMA? Oui, je réponds par l'affirmative. Pourquoi? Mais parce que c'est le marché qui a été le plus sanctionné. Pourquoi cette indiscipline? Lorsqu'on regarde... Je crois qu'elle a des origines un peu historiques. En réalité, au-dessous de la CIMA, il y a les directions nationales d'assurance qui doivent exercer un contrôle de premier niveau. Lorsque ce contrôle n'est pas fait, c'était le cas auparavant, maintenant les choses ont changé. Il y a une nouvelle direction des assurances qui carrément harcèle les compagnies. Aujourd'hui, lorsque vous discutez avec les compagnies, vous dites vraiment la direction nationale des assurances ne nous laisse pas respirer, ils demandent des chiffres et tout. C'est l'absence de contrôle, tout simplement, qui a fait en sorte que cette culture de l'indiscipline se soit propagée. Ajoutez à cela le fait qu'on accordait des agréments de complaisance, des agréments politiques. C'est pour ça d'ailleurs que l'avènement de la CIMA était une bonne chose, parce qu'il y a un régulateur unique, il y a un contrôleur unique. C'est la CIMA qui accorde des agréments et puis qui les retire. Donc, le fait que vous soyez du RDPC aujourd'hui ne vous protège plus des rigueurs éventuelles, n'est-ce pas, de la CIMA, et c'est une bonne chose. Combien de pays sont membres de la zone CIMA? Il y a 14 pays, 8 pays de l'Afrique de l'Ouest et puis 6 pays de l'Afrique centrale. Et le Cameroun brille par son indiscipline? Le Cameroun brillait par son indiscipline. Et le président Protan-Ayama veut comprendre pourquoi les Camerounais ont du mal à aller se faire assurer. Non, les assureurs n'ont pas toujours fait leur travail parce qu'il faut vendre, il faut aller au-devant des assurés. Monsieur le Président, parlons justement de cette fameuse digitalisation des services de l'assurance. Vous avez le sentiment que cette digitalisation peut briser l'image du conservatisme et de l'opacité qui colle à la peau des assureurs? Oui. Écoutez, déjà là, j'ai lancé le portail sur les assurances au Cameroun. www.cameroun-assurance. Vous rentrez sur ce site, vous avez toutes les informations sur toutes les compagnies d'assurance. Leur chiffre d'affaires depuis les 5 dernières années, leurs provisions techniques, les règlements de sinistre. C'est déjà un signe de transparence. Donc on y va progressivement. Et je crois que le marché, petit à petit, n'est-ce pas, va
va devenir transparent. Et tout à Je fait. voudrais qu'on parle d'un cas pratique, Monsieur le Président. Le cas, par exemple, des accidents de circulation sur les routes du Cameroun. C'est un sujet qui préoccupe les compagnies d'assurance au regard des mesures qui ont été prises par les différents ministères de tutelle jusqu'ici et qui se sont avérées finalement infructueuses. Vous avez une solution pour réduire les hécatombes sur nos routes au niveau des assurances? Bon, ce n'est pas tellement au niveau des assurances, parce que c'est un problème qui nous interpelle tous. Les assureurs, bien sûr, parce que c'est eux qui payent, mais l'État aussi, mais les familles, qui n'a pas perdu un être cher sur nos routes. Donc vraiment, c'est un problème, c'est un fléau. C'est vraiment, nos routes sont une arme de destruction massive, pour reprendre une expression qui fut jadis à la mode. Les solutions qui ont été proposées jusqu'à présent, effectivement, n'ont pas porté leurs fruits. Et c'est une question qui m'a interpellé personnellement. Et nous y avons travaillé pendant 2 ans. Et aujourd'hui, nous avons une solution que nous allons proposer au gouvernement. Nous avons une solution elle passe par la digitalisation. Et elle passe également par le changement de paradigme. Sur la digitalisation, avec un groupe de jeunes développeurs de la Mountain Valley à Boya, il y a une application qui a été mise au point qui est en mesure de suivre le comportement des conducteurs. Ce qui fait qu'on peut intervenir avant que l'accident ne se produise. Ne pas attendre que l'accident se produise, mais avant. À partir d'un équipement assez simple, on est capable de savoir exactement le comportement du chauffeur. S'il s'arrête, s'il fait des détours, s'il dépasse la vitesse autorisée, il reçoit une alerte. Et son patron également reçoit une alerte. Donc il peut l'appeler pour lui dire, écoute, qu'est-ce qui se passe, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc de cette façon-là, mais nous complétons cela par une autre initiative que nous voulons lancer dès 2019. C'est récompenser les bons conducteurs. Jusqu'à présent, on sanctionnait les mauvais conducteurs. C'était trop tard. À quoi ça sert de retirer un permis de conduire lorsque quelqu'un a déjà tué 50 personnes sur la route? C'est trop tard. Donc nous voulons faire en sorte que le conducteur ait un comportement responsable. Et comme nous avons la possibilité de suivre ce comportement, nous allons donc faire en sorte que, au lieu qu'on sanctionne les mauvais, n'est-ce pas, qu'on puisse récompenser les meilleurs. Donc il y a un total changement de paradigme et nous pensons que ça va donner de meilleurs résultats. Nous pensons parce que il faut motiver le conducteur. Il faut le responsabiliser. Il faut le valoriser également lorsque il a un comportement vertueux et non seulement le sanctionner. Donc nous pensons que si nous sommes suivis par le gouvernement, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dès 2019 et ce sera une première mondiale. Monsieur le Président, j'aimerais qu'on dresse un bilan à présent. D'abord, votre bilan en tant que président de la Fédération des sociétés d'assurance de droit national africain, c'est la FANAF. Vous y avez été durant 2 mandatures, depuis notamment en février 2008. Quel est le bilan qu'on peut faire des 2 mandatures passées à la tête de cette fédération? Oh, je crois qu'il est un peu tard. J'ai quitté la présidence il y a 3 ans. Je crois qu'il aurait fallu demander aux assureurs quel est mon bilan, mais disons que mon principal fait d'armes que tout le monde retiendra, c'est la réforme de ce qu'on a appelé l'article 13, n'est-ce pas, du Code CIMA, qui a complètement modifié le fonctionnement des assurances, dans la mesure où on a rendu obligatoire le paiement de la prime avant toute souscription d'assurance. Avant, vous aviez des compagnies d'assurance qui avaient 50% de leur prime en arriéré. C'est-à-dire quelqu'un qui vous disait je fais 10 milliards, en réalité il faisait 5 milliards. C'est ce qui peut expliquer que ces compagnies avaient énormément de problèmes pour payer les sinistres.
puisqu'elle payait les sinistres avec, en réalité, les primes de l'exercice en cours. Donc aujourd'hui, on a ramené ce taux à moins de 2%. Quand une compagnie d'assurance aujourd'hui vous dit « je fais 10 milliards de chiffre d'affaires », ça signifie qu'elle a encaissé 10 milliards de chiffre d'affaires. Ça, été une réforme majeure qui a sauvé pratiquement le secteur des assurances dans la zone CEMAC. Et c'est une réforme que beaucoup d'autres pays, beaucoup plus avancés que les pays de la zone CEMAC, sont en train de copier. Donc c'est la réforme dont je suis le plus fier. Mais dès que je suis arrivé à la tête de la FANAF, j'ai ouvert le secteur de l'assurance. Vous savez que les assureurs sont des gens très, très conservateurs, qui se réunissaient entre eux. Et aujourd'hui, les assemblées générales de la FANAF réunissent 2000 personnes. Il y a très peu de pays qui sont capables aujourd'hui de recevoir l'assemblée générale de la FANAF. C'est devenu un marqueur, n'est-ce pas, dans les événements africains. Il y a des banquiers qui viennent, il y a des industriels qui viennent, les assureurs viennent de tous les continents. Donc ça a contribué à ouvrir, n'est-ce pas, le secteur de l'assurance aux autres. Ça permet également de dialoguer avec les banques, avec les organismes de sécurité sociale. Je crois que c'est ce que je peux, moi, retenir de mon bilan. Il y a eu pas mal de petites choses qui ont été faites. Mais je crois qu'on a inscrit la FANAF véritablement dans la modernité. Et beaucoup de secteurs, notamment le secteur bancaire, n'est-ce pas, nous envie cette organisation. Et je suis heureux que mon successeur ait poursuivi et puis amplifié, n'est-ce pas, cette politique. Je vous ai présenté à l'entame de cette émission comme le président du mouvement patronal ECAM, entreprise du Cameroun. J'aimerais qu'on en parle justement. Oui. Vous êtes à l'initiative d'une sorte de causerie que vous avez appelée les e-talk. En 2016, la problématique de la sécurité sociale était au cœur de vos échanges. Qu'est-ce qui a motivé ce choix, le choix de cette thématique-là? Bon, les thématiques sont choisies en fonction de l'intérêt que manifestent nos adhérents. Notre premier e-talk a porté, par exemple, sur le patriotisme économique. Nous avons été les premiers à mettre ce sujet sur la table parce que nous pensions que les PME avaient elles aussi droit à la commande publique, qu'il fallait que l'État, comme dans beaucoup de pays, y compris des pays développés, réserve une partie de la commande publique aux PME. Parce que vous savez que l'État est le principal client du Cameroun. Lorsque vous voyez le budget du Cameroun, plus de 4 000 milliards, vous voyez, si on donne aux PME 30%, vous voyez ce que ça peut faire. Donc, les thématiques sont fonction, n'est-ce pas, non seulement de l'actualité, mais des problèmes structurels qui traversent un peu la vie des PME. Nous avons également eu comme thématique le paiement de la dette intérieure. Parce que nous estimons que l'État est le principal fossoyeur des PME. Vous savez pourquoi je me suis arrêté sur la sécurité sociale? Parce qu'il se trouve qu'au niveau de la CNPS, on trouve que les PME font finalement de très mauvais clients, puisqu'elles n'encouragent pas le règlement des cotisations. C'est vrai ou c'est faux? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Malheureusement. Tout ça fait partie de l'éducation, n'est-ce pas? Vous savez, tout ça, c'est un cercle vicieux. Il faut sortir qui ne sont pas assurés il faut sortir de ce cercle vicieux, justement, pour entrer dans une spirale beaucoup plus vertueuse. Les PME vous disent, on ne peut pas payer les impôts, on ne peut pas payer nos cotisations sociales, parce que l'État ne nous paye pas, parce que les grosses entreprises ne nous payent pas. Voilà le problème. On n'a pas d'argent pour payer nos impôts parce que l'État nous doit de l'argent. On n'a pas d'argent pour payer la CNPS parce que l'État nous doit de l'argent.
Donc il faut justement sortir de là. Et justement en tant que ECAM, donc organisation d'encadrement et d'accompagnement de PME, notre rôle, c'est d'éduquer nos adhérents dans les PME. Par des formations, par des causeries comme celle-là, par un certain nombre d'incentives. Mais il faut savoir que la PME vit une situation très très difficile. Moi je vis avec les PME au quotidien. Elles n'ont pas accès au financement, même lorsque elles produisent des garanties. Pas plus tard qu'aujourd'hui, il y a une PME qui est venue me voir pour me dire qu'elle avait un bon de commande de Guinness. Elle est allée voir son banquier. Le banquier a refusé de lui avancer de l'argent pour pouvoir livrer Guinness. Je vous donne un exemple. Des exemples comme ça, vous en entendez tous les jours. Donc, évidemment, les PME, elles aussi, quand elles peuvent ne pas payer les impôts, vous savez que ce n'est pas seulement ici. Quand on fraude l'État, et la CNPS est considérée comme l'État, on ne considère pas qu'on a volé ou bien qu'on a fraudé. Ça, c'est les mentalités. Et c'est pour ça que nous disons qu'il faut progressivement tirer le secteur informel vers le secteur formel. C'est pour ça que nous parlons d'élargissement de l'assiette fiscale. Aujourd'hui, c'est un peu par contrainte qu'ils le font. Les gens paient leurs impôts parce que pour soumissionner pour un marché public aujourd'hui, il faut fournir un dossier où vous apportez la preuve que vous ne devez rien à l'État. Donc les gens sont obligés d'aller payer quelque chose. Mais il faut qu'on dépasse ce stade-là et que les gens soient contents de payer leurs impôts. Et c'est là où nous devrons progressivement y aller. Au-delà de cette plateforme d'échange, d'expression, qu'est-ce que vous faites en tant que bureau exécutif des CAM pour faire porter les préoccupations des PME auprès des pouvoirs publics? Beaucoup de choses. D'abord, la première chose, ça a été de redonner un peu confiance aux PME. La PME, pendant un certain temps, était une entreprise qui rasait les murs, qui pouvait à peine parler et tout. L'une des premières actions que nous avons menées, ça a été avec PME Exchange, les exposer, donner à voir ce qu'elles savent faire. Et les PME savent faire beaucoup de choses. Nous avons un tissu entrepreneurial très dynamique, très agile, très ingénieux, qui est capable de faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de pays qui nous envient, n'est-ce pas, cet esprit entrepreneurial. Ensuite, c'est les plus nombreuses, 95% de la population des entreprises. Et c'est là où on trouve en réalité des acteurs nationaux, parce qu'elles demandent moins de capitaux, moins de technologies sophistiquées, sauf avec les startups. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons choisi dans notre ADN de nous occuper des PME, parce que malgré tout ce potentiel, c'est elles qui étaient le plus négligées. Il n'y en avait que pour les grosses entreprises, jamais les PME. Donc, avec PME Exchange, nous leur avons donné un espace d'expression, de donner à voir ce qu'elles savent faire. Nous avons fait venir des ministres pour rencontrer les PME. Lors de la première édition de PME Exchange en 2012, nous avons beaucoup de PME qui nous ont confié qu'ils n'avaient jamais salué un ministre de leur vie, parce que les ministres restaient cantonnés dans leur bureau climatisé et ne descendaient pas au niveau de... Donc c'est un peu ce que nous avons voulu faire, ce que nous voulons faire. Remonter leurs problèmes, faire leur plaidoyer, défendre leur... Et je crois qu'on est de plus en plus entendus. On ne va pas dire que c'est nous qui sommes à l'origine de la création de la banque de PME, mais nous y avons contribué, tout comme l'agence de promotion de PME. Parce que la PME,
est devenue une véritable tarte à la crème des hommes politiques. Tout le monde vous parle de PME, mais malheureusement, ça reste souvent au niveau du discours. Justement, à quoi sert cette agence-là, les PME? Vous en êtes membre, ça sert vraiment à quelque chose? Oui, elle fait beaucoup de choses. Hein. Elle fait beaucoup de choses. L'agence de promotion de PME n'a que 3 ans d'existence. Son rôle, c'est justement de faire la promotion des petites et moyennes entreprises. Malheureusement, les moyens qui lui sont donnés ne sont pas des moyens suffisants et importants. Et sa mission, c'est de capaciter les PME, quand c'est possible, de leur apporter un peu de moyens, de négocier pour le compte de PME un certain nombre de facilités. Donc pour moi, qui suis au conseil d'administration de cette agence-là, j'estime qu'elle fait du bon boulot malgré des moyens très limités. Malheureusement, à cause de ces moyens, son spectre d'intervention est très limité. Un mot sur la Banque des petites et moyennes entreprises. Ce projet n'a-t-il pas été mal ficelé à la base? C'est une banque qui a été longtemps attendue, longtemps espérée. On a mis beaucoup d'espoir en l'avènement de cette banque qui était censée régler tous les problèmes de PME. Ça a été la grosse déception. Et je pense effectivement qu'il y a eu beaucoup d'erreurs au niveau du business model de cette banque. Ils ont pensé qu'une banque vivait avec le capital. C'est une banque, l'État a mis 10 milliards de capital. Quel capital exigeait pour les banques? Et d'ailleurs, la COBAC a mis beaucoup de temps à donner l'agrément parce que la COBAC estimait que le dossier n'était pas suffisamment... Ça s'est révélé exact par la suite. Une banque vit avec les dépôts de ses clients. Ce n'est pas avec le capital. Et la banque des PME, lorsque le capital a été bouffé, dans un premier temps par les frais d'installation, les frais de constitution, parce que cette banque a mis beaucoup de temps avant d'être opérationnelle. Et pendant ce temps, l'argent a été... Et puis, on a dit aux gens, venez ouvrir des comptes, au bout de 3 mois, on va vous donner de l'argent. Il y a eu un appel d'air, les gens sont partis, ils ont ouvert des comptes. 3 mois après, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas d'argent. Ils sont repartis, ils ont perdu confiance. Donc, c'est une banque qui, dès le départ, a été mal financée. Et puis, la gouvernance de cette banque. Il faut savoir que les PME, c'est le segment bancaire le plus difficile. Même les banques classiques n'arrivent pas. C'est pour ça qu'elles ne financent pas les PME. C'est pour ça qu'elles ne financent pas les PME. Elles préfèrent financer les grosses entreprises parce qu'il y a moins de travail et beaucoup de bénéfices. Les petites entreprises, c'est parfois beaucoup plus de travail et moins de bénéfices. Donc, cette banque n'a pas été confiée à des professionnels. Elle a été confiée à des administrateurs, à des fonctionnaires. Sur un conseil d'administration de 12 membres, il y a un seul membre du secteur privé. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse face à une gouvernance comme celle-là? Donc il y a eu un certain nombre d'erreurs comme celle-là. Il aurait fallu que des PME fassent partie du conseil d'administration. Moi, j'ai une petite expérience de la banque des PME. Moi, j'étais pendant 12 ans le président du conseil d'administration de ProPME Financement, qui est une banque de PME qui a été créée avec l'aide des Canadiens, qui fonctionne malgré les difficultés. C'est pour dire que une banque de PME, c'est possible. Mais il faut faire preuve de beaucoup plus de rigueur dans la gestion, dans l'attribution des crédits et tout. Et puis, une banque comme celle-là, elle n'est pas obligée de donner des crédits. Elle aurait pu commencer par faire ce qu'elle a fini par faire, c'est-à-dire garantir des prêts. Donc il y a là, je crois dès le départ, elle s'est un peu fourvoyée sur les produits
n'est-ce pas, qu'elle aurait pu offrir à sa clientèle. En un mot, Monsieur le Président, quels sont les leviers sur lesquels on peut actionner pour faire des PME de véritables modèles de croissance dans notre pays? Bon, il faut déjà savoir que les PME, c'est la santé de toutes les économies modernes. L'Allemagne s'est construite à partir de ces PME. Tous ces grands pays-là, c'est pas avec les grosses multinationales qu'on construit un pays, parce que les grosses multinationales, en matière de création d'emplois, quand elles peuvent licencier, elles le font. Donc, vraiment, c'est les PME qui créent de l'emploi. Mais maintenant, il faut les capacités de façon à ce que leur contribution à la création de la richesse soit beaucoup plus importante. Aujourd'hui, 95% de PME ne contribuent que entre 21 et 30% de la richesse nationale. Cela signifie que si les PME contribuaient seulement à 50%, sont 95%, mais elles contribuent, parce qu'elles ont des méthodes archaïques, parce qu'elles n'ont pas suffisamment de moyens pour développer leur production, elles ne peuvent pas travailler à l'export parce qu'elles n'ont pas toujours toutes les compétences et toutes. Bon, maintenant il y a l'État a son rôle à jouer. On peut créer des parcs industriels. Aujourd'hui, vous êtes PME, vous avez une bonne idée, vous pouvez difficilement réussir parce que dès le départ, il vous faut construire ou bien louer une usine. Il y a des pays où il y a des parcs industriels où vous arrivez, vous trouvez des machines, vous trouvez des trucs, vous commencez à produire. Mais bon, maintenant, il faut qu'on ait une véritable politique industrielle. Donc, la PME est très intéressante parce que c'est une structure d'abord très agile, qui est beaucoup plus résiliente, n'est-ce pas, aux crises économiques, qui sait s'adapter. Vous avez vu au moment de la grande crise ici, quand toutes les multinationales ont fermé ou bien ont réduit leur voilure, c'est les PME qui ont permis au pays, n'est-ce pas, de continuer à survivre. Mais pour cela, il faut leur donner des moyens, il faut donner des moyens financiers, ce n'est pas le plus important. Il faut former les entrepreneurs, il faut les former. Mais l'erreur qu'on commet chez nous, et j'ai du mal à convaincre mes interlocuteurs, c'est qu'on veut traiter les PME comme les grosses entreprises. Le modèle de grosses entreprises ne sert pas forcément aux PME. C'est-à-dire, par exemple, une comptabilité qui soit analytique jusqu'au détail. Non, nos PME ne sont pas en mesure de le faire. Je crois qu'il faudrait qu'on se mette d'accord sur un minimum, n'est-ce pas, d'indicateurs, d'informations financières et comptables, qu'on les forme là-dessus, et donc on puisse, en attendant qu'elles puissent atteindre une taille, n'est-ce pas, qui leur permette de pouvoir avoir les moyens, d'avoir les outils informatiques ou bien des ressources humaines qu'il faut pour cela. Monsieur le Président, je voudrais qu'on dise un mot à présent sur la Sud Media Corporation. Vous en êtes le président du conseil d'administration. Je rappelle que ce groupe est l'éditeur du quotidien Mutation. J'ai presque envie de vous demander, Monsieur le Président, parle-t-on au sein de Mutation d'entreprise de presse? Ou c'est toujours un organe de presse? Mutation a toujours été une entreprise de presse. Toujours? A toujours été. C'est la première entreprise de presse au Cameroun, dans la mesure où elle a des organes de gestion. C'est-à-dire que c'est une société. Elle a commencé comme une SARL et puis elle est devenue société anonyme avec un conseil d'administration, avec un commissaire aux comptes et un organigramme. Très bien. Les difficultés ont fait que ces organes ne fonctionnent pas toujours de façon satisfaisante. Et je peux vous dire qu'il y a 10 ans, le groupe Mutation faisait un chiffre d'affaires de 400 millions de francs CFA. Entre-temps, beaucoup de choses sont passées par là. Il y a la publicité qui s'est réduite comme peau de chagrin, avec l'arrivée, notamment la télévision d'abord, qui nous a... Ensuite, vraiment l'indiscipline. Aujourd'hui, vous payez une page de publicité dans un journal au Cameroun à 50 000 ou à 100 000. Là où, en France, la page coûte 1 million de francs. Et puis après, il y a eu
la désaffection des lecteurs. On tirait 10 000 exemplaires, on est descendu à peut-être 4 000, peut-être même moins. Donc tout ça fait que, évidemment, les ressources ont diminué. Il faut savoir qu'une entreprise de presse, comme Mutation, emploie 40 personnes. 40 personnes, c'était une masse salariale de 15 millions. Aujourd'hui, on n'arrive plus. Aujourd'hui, on n'arrive plus. Mais c'est un projet intéressant, et s'il a duré, c'est parce qu'il a été pensé, il a été conçu, d'abord comme un projet éditorial. Quand ça marchait bien, monsieur le Président, j'ai presque envie de vous demander, quand ça marchait très bien, vous respectiez la convention collective? On la respecte même au jour d'aujourd'hui. Nous sommes peut-être l'une des rares entreprises qui respectent la convention collective. Comment vous justifiez les départs observés au sein de votre entreprise? Les départs, c'est quelque chose tout à fait... Votre entreprise a connu pas moins de 3 directeurs de publication. En 20 ans, c'est pas beaucoup. Ce qui fait une durée de vie. Les figures de pro également ont trouvé d'autres secteurs d'activité qui semblent visiblement plus lucratifs. Certains sont dans les entreprises d'État aujourd'hui, d'autres sont carrément à l'étranger, certains sont dans le privé. Vous estimez que Mutation fonctionnait suffisamment bien pour que ces départs soient observés? Ça montre deux choses. La première, c'est que le journalisme peut mener à tout, quand on est bon journaliste, quand on est bon travailleur. La deuxième chose, c'est que Mutation est une véritable école, puisque les produits de Mutation s'arrachent. Je peux vous dire que, et je m'en réjouis, parce que ça permet de partager l'expérience. Au moins 50% des directeurs de publication aujourd'hui ont fait leur classe à Mutation. Et beaucoup de produits de Mutation sont dans les organes même publics, CRTV, Cameroun Tribune, ainsi de suite. On ne va pas citer le nom. Hein. Non, je ne cite pas le nom, mais c'est vérifiable, vous pouvez vérifier, c'est vérifiable. Monsieur le Président, on va sortir de cette phase d'échange ce soir sur les antennes de la télévision du Monde en abordant finalement la dernière dorsale de notre phase d'échange. Et ça, c'est le côté court et le côté jardin. Ça va durer à peu près quelques minutes et on va donc diffuser rapidement quelques images. Grâce à la réalisation, on va diffuser quelques images et vous allez y greffer quelques commentaires. On attend la première image. Voilà. Cela vous dit quelque chose? Richard Loué, le PDG de Activa. Très bien. C'est l'un des meilleurs professionnels, pas seulement du Cameroun, mais même à l'échelle africaine. Et il est en train de bâtir un groupe d'assurance solide. Donc c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Prochaine image. Professeur Laurent Serge Etundingwa. Professeur Laurent Serge Etundingwa, c'est le ministre des petites et moyennes entreprises. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour les PME. Avec peu de moyens, il faut dire que c'est un ministère qui n'a pas beaucoup de moyens. C'est pour dire qu'il y a un véritable... Comment est-ce que je vais dire ça? Il y a tout ça entre le discours politique qui fait de la PME, n'est-ce pas, le moteur du secteur privé, et les moyens qu'on donne à un ministère comme celui-là. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour la promotion de la PME, qui fait beaucoup pour la promotion de la PME. Nous poursuivons avec les images. Célestin Tawamba, c'est le président du JICAM. C'est un industriel moderne qui fait la fierté, n'est-ce pas, des industriels au Cameroun. Nous avons créé ECAM avec Célestin Tawamba. Il était vice-président de ECAM. Et il en est reparti pour aller prendre la tête du JICAM. Et Vous étiez en compétition pour la tête du JICAM en 2008. En compétition, pas avec lui. Oui, mais vous étiez en compétition. Oui, j'étais candidat à la succession de M. Siaka. Voilà. La prochaine image. C'est un homme politique. Akere Mouna, c'est
C'est un avocat très célèbre, un avocat qui a beaucoup d'entre-gens. Je retiens surtout de lui que c'est lui qui a créé la branche camerounaise de Transparency International, ce qui n'est pas peu dire dans un pays où le niveau de corruption a atteint des limites insoupçonnées. Il est candidat à l'élection présidentielle et je crois que c'est une très bonne candidature. La prochaine image. Voilà encore un autre candidat à la présidentielle. Nous avons fait un bout de chemin ensemble. Le professeur Kamto m'a rejoint lorsque nous avons créé Mutation. Nous avons eu une brève expérience plutôt négative dans un autre groupe de presse qui s'appelait Génération. Et lorsque je lui ai dit que je ne me sentais plus à l'aise et que j'avais l'intention de tout de suite, il est venu avec moi et avec d'autres. Il a d'ailleurs été vice-président de ce groupe et surtout président du comité éditorial. Comme il était présent à Yaoundé, c'est lui qui a pratiquement animé la rédaction pendant longtemps. Et il s'est détaché de Mutation lorsqu'il a été nommé ministre délégué à la justice. Du jour au lendemain, il a souhaité ne plus, n'est-ce pas, être associé à Mutation. La prochaine image. C'est aussi une candidature très sérieuse. Décidément, vous n'avez que deux. Écoutez, je connais également Monsieur Joshua aussi. C'est un candidat également à l'élection présidentielle. C'est un jeune qui s'est fait remarquer par ses prises de position. C'est un bon communicateur. Je crois que l'élection de cette année sera très intéressante parce qu'il y a quelques poids lourds qui sont candidats. Donc ça promet peut-être des débats très intéressants. En tout cas, je le souhaite. On enchaîne. Paul Biya, c'est le président de la République. Peut-être futur candidat, puisqu'il ne s'est pas encore il a vos faveurs? Non, il n'a pas tout à fait mes faveurs. Mais la campagne n'a pas commencé. J'attends les programmes des uns et des autres. Mais pour ce qui me concerne, je souhaite un changement. Pas forcément d'homme, mais un changement de politique. Donc s'il me convainc qu'il est capable de changer de politique, pourquoi pas. Mais disons que à ce stade, c'est pas lui qui a mes faveurs. La suite, ce sera dans les urnes, forcément, le moment venu. La prochaine image, s'il vous plaît. Prochaine image. Voilà, c'est 3 images en un. 3 directeurs de publication bien connus. D'abord, Aman Mana, ensuite Batongé, Alain Blaise Batongé et tout naturellement Xavier Messé. J'ai compilé ces 3 images pour vous poser une seule question. Oui. Des 3 directeurs de publication, qui vous a le plus marqué? Chacun m'a marqué à sa manière. Aman Mana, c'est le pionnier. C'est avec lui que nous avons posé les toutes premières bases. C'était une époque très riche. On a commencé à partir de rien. Donc c'est un père fondateur. Il m'a marqué parce que on est parti de pratiquement rien du tout pour construire une réputation et pratiquement révolutionner, n'est-ce pas, la presse au Cameroun. Avant Mutation, on parlait de feuilles de chou, on parlait de journalistes qui n'avaient pas été à l'école. Avec Aman, on ne pouvait plus dire feuille de chou ou bien quelqu'un qui n'a pas été à l'école, puisqu'il a fait les mêmes écoles que les autres. Alors, ensuite, Batongé qui a pris le relais d'Aman, qui a su maintenir la barque à flot. Il faut déjà dire que c'était le second de Aman. Donc, ils avaient déjà travaillé ensemble. Il n'a fait que continuer ce travail-là.
Ce qu'il faut dire de Batongue, c'est que c'est quelqu'un qui avait un carnet d'adresses assez fourni. Et ça a beaucoup aidé Mutation. Et Xavier Messé, enfin? Xavier Messé, c'était un peu le sage, le doyen, hein, qui a également, pendant quelque temps, su prendre le relais. Ça n'a pas été très facile de succéder à ces deux dévanciers. Il a fait ce qu'il a pu. Et il nous a quittés, mais vraiment de façon tout à fait consensuelle. Vous ne regrettez pas son départ jusqu'aujourd'hui? Moi, je ne regrette jamais rien. Je ne regrette jamais rien. J'estime que à chaque période, à chaque personne, n'est-ce pas, ses satisfactions. Mais je tirais des enseignements de chacun de ces trois personnes-là. La dernière image, c'est une distinction. Et vous êtes au milieu. Alors, la dernière image, c'est le Grand Prix de l'innovation. Vous savez que, justement, pour promouvoir la PME et puis les startups, nous organisons depuis 2 éditions déjà de PME Exchange le Grand Concours de l'innovation. Et là, on a primé 3 jeunes, donc deux jeunes filles et puis un garçon, qui ont brillé, n'est-ce pas, par leurs innovations. Celui qui est à l'extrême gauche, c'est avec lui que nous avons finalisé l'application sur les accidents de circulation. La dame qui a gagné le premier lot, c'était également une innovation très impactante dans le domaine de l'éducation. Donc, c'est des choses comme ça, nous ne faisons pas beaucoup de publicité autour, mais nous travaillons, n'est-ce pas, à promouvoir. Et ce qui est important, c'est que tous les gagnants, nous les incubons, nous les accompagnons, et dans la mesure du possible, nous essayons de les installer. Monsieur Protin Ayerma, merci d'être venu pour la première fois sur les antennes de la télévision du Monde pour cette émission Un fauteuil pour vous ce mardi. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que Protin Ayerma est donc le président du mouvement patronal ECAM, entreprise du Cameroun, président du conseil d'administration du groupe Soud Media Corporation, éditeur du quotidien Mutation. Madame, monsieur, merci de nous avoir accordé votre attention ce mardi. J'aurai le privilège et le plaisir de vous retrouver sans doute mardi prochain avec un autre invité. Bien le bonsoir.